L'histoire qui suit est l'une des affaires criminelles les plus médiatisées aux États-Unis. On compare souvent cette histoire à celle de O.J. Simpson. L'affaire O.J. Simpson et l'affaire Laci Peterson ont quand même des similitudes. Vous allez voir au cours de l'histoire, là, il y a certains points qui se ressemblent, mais on les compare souvent à cause de l'ampleur que ça a pris dans les médias et à quel point le public a été lourdement affecté par ces deux affaires. À chaque année, il y a plusieurs femmes enceintes qui disparaissent dans le monde. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais alors, pourquoi est-ce que l'affaire Laci Peterson a touché plus de gens, a été plus importante que lorsque d'autres femmes disparaissent, d'autres victimes. Je crois que c'est surtout parce que dès le départ, il y avait énormément de soupçons autour de Scott Peterson et dans l'affaire, il y a eu beaucoup de rebondissements. Et le fait qu'à première vue, Scott et Laci avaient l'air d'un couple parfait, je pense que ça a beaucoup touché les gens et justement, ça l'a surpris à quel point c'était loin d'être la réalité. Aujourd'hui, on va voir à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Your call has been forwarded to... Please. You have one unheard message. First message. Hi, Scott. This is Mom. It's about 1:45. Just wanted to know, I just got a call from Ron Cloward. He's at Marina, and it was a boat anchor. Of course, we knew it wasn't Laci, but I just wanted you to know. I'm going to call your house in case you don't get this message first. Bye. Message erased. Avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Terrien Terrien. Terrien Terrien CPA est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Nos clients sont des PME innovantes ainsi que des succursales de sociétés européennes. En ces temps de COVID-19, vous ne pouvez pas prendre la chance que votre comptable ne soit plus disponible ou encore pire, avoir à payer un employé à se tourner les pouces. Avec notre système d'externalisation comptable, vous payez seulement pour le travail exécuté. De plus, votre comptabilité sera toujours à jour pour ainsi vous permettre de prendre les bonnes décisions financières en ces temps difficiles. Terrien Terrien CPA est l'endroit pour régler tous vos problèmes comptables, fiscaux et financiers. Donc voilà, ça me fait plaisir de m'associer à cette compagnie québécoise en ces temps difficiles. Je reçois des commentaires qu'il faut encourager local. Je vous invite à le faire quand c'est possible. Moi, encourager local, c'est au Mexique. Mais j'essaie quand même d'encourager des compagnies québécoises et françaises quand je peux. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. Nous sommes la veille de Noël à San Luis Obispo, en Californie. Nous sommes le 24 décembre 2002. Il fait froid, c'est une journée assez grise et maussade. Il est 16h45 quand Scott se stationne dans son entrée à côté de la Land Rover de sa femme Laci. Il ouvre la petite barrière en bois qui va le mener à la porte d'entrée qui est située sur le côté de la maison. Dans la cour, c'est sa chienne Mackenzie qui vient l'accueillir. C'est un Golden Retriever qu'il a depuis plusieurs années. La chienne est en liberté dans la cour. Elle a encore sa grosse laisse autour de son cou et sa laisse est très sale. C'est plutôt étrange que Mackenzie soit en liberté dans sa cour, surtout encore avec sa laisse autour de son cou. Scott prend le temps d'enlever la laisse autour du cou de son chien et entre chez lui. Les portes sont déverrouillées. Dans la maison, il fait sombre et c'est très silencieux. Laci n'est pas là. Ce qui est assez étonnant puisque le couple devait aller souper chez les parents de Laci dans 1h30. Donc c'est la veille de Noël, il y a beaucoup de préparatifs à faire pour le souper. C'est assez étrange que Laci soit pas chez elle. Mais bon, Scott est pas trop inquiet. Il ramasse ce qui traîne dans la maison, soit une chaudière remplie d'eau savonneuse et 2 mops. Il prend le temps de les mettre à l'extérieur. Mort de faim, il se rend au frigo, prend une pointe de pizza, la mange. Pendant ce temps-là, il enlève ses vêtements sales, il les met dans la laveuse et part une brassée de lavage avec seulement ses vêtements de la journée. Ensuite, il prend sa douche, se met des vêtements propres et appelle sa belle-mère Sharon à 17h15. Sharon, c'est la mère de Laci. Scott est très proche d'elle. Il l'appelle Mom, donc maman. Sharon est en train de préparer le souper de Noël et sa fille et son gendre sont supposés arriver dans une trentaine de minutes. Scott appelle sa belle-mère et lui demande est-ce que Laci est chez vous? Ce qui est assez étrange parce qu'ils étaient supposés aller ensemble, Scott et Laci, au souper de Noël, bien sûr, et la voiture de Laci est chez eux. Fait que Laci, elle serait supposée être là. Quand Sharon a répondu que non, que Laci n'y était pas,
Scott a tout de suite répondu « Lacey a disparu ». Je vais commencer par vous parler du couple un petit peu. Donc, on a Lacey Denise Rocha qui est née le 4 mai 1975 en Californie. Ses parents sont Dennis et Sharon. C'est des fermiers de la Californie. Ils se sont divorcés quand Lacey est assez jeune. Sharon s'est remariée avec un autre homme, Ron, de qui Lacey est très proche. Lacey a un grand frère, Brent, et une demi-sœur, Amy. À l'école, Lacey, c'était une cheerleader très, très populaire. Elle est toute petite, elle fait 5 pieds 1, donc 1,55 m, elle est pas grande du tout. Lacey a étudié à l'université Caltech en horticulture et c'est à l'âge de 19 ans qu'elle a rencontré l'homme qui deviendra son futur mari, Scott Peterson. Scott Peterson est né le 24 octobre 1972 en Californie. Ses parents sont Archer et Jackie. Ils possèdent un magasin ensemble. Ils sont toujours mariés. Scott a 6 demi-frères et demi-sœurs que ses parents ont eu dans des relations antérieures. Mais de l'union de Archer et Jackie, il y a juste Scott. Lui aussi étudie à l'université à Caltech en agriculture et c'était en quelque sorte pas un génie, mais il est très très intelligent et ses profs l'adoraient à l'école. C'était comme l'élève préféré de ses professeurs. Scott et Lacey se sont rencontrés en 1994 et tout de suite, c'était le coup de foudre. Dès le deuxième rendez-vous, Scott a présenté Lacey à ses parents, puis c'est devenu sérieux très très vite. Mais ce qui est étrange, c'est que Scott venait juste de rompre avec son ex Michelle, puis pendant qu'il devenait très sérieux avec Lacey, il suppliait Michelle de revenir avec lui. Mais bon, Michelle a fini par déménager, elle a changé de ville et elle est sortie de sa vie, ils se sont plus vraiment reparlés. Après 1 an de relation, Lacey est déménagée chez Scott en 1995 et pour son cadeau de Noël, Lacey a offert Mackenzie, le Golden Retriever, à Scott. Ensemble, le couple aimait faire des dinner parties, donc des soupers entre amis super fancy. Lacey était une chef cuisinière hors pair, elle savait très bien cuisiner. Et le couple aimait vraiment des bonnes bouteilles de vin. Apparemment que quand ils sortaient avec des amis, ils payaient eux-mêmes leurs propres bouteilles et ils amenaient leurs propres bouteilles de vin chez les amis parce qu'ils aimaient vraiment le vin dispendieux. Le couple s'est marié en 1997 après 3 ans de relation. C'était un mariage super classe, très très cher, très 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 cher. C'était vraiment le mariage que Lacey avait toujours rêvé d'avoir. Et ça semblait parfait, mais c'est encore là, ce ne l'était pas vraiment. En fait, Scott, toute la journée avant le mariage, donc la journée même de son mariage, il a flirté avec une serveuse. Donc, c'était assez inapproprié. On pense que Lacey, elle savait là, que son petit ami ou son futur mari est assez charmeur avec les autres femmes, mais peut-être qu'elle décidait de l'ignorer parce qu'elle était tellement amoureuse et c'était vraiment... Il représentait vraiment la vie parfaite qu'elle rêvait d'avoir, un mari riche. Lorsque Lacey est tombée enceinte, ça faisait déjà 5 ans qu'ils étaient mariés. Au moment des faits de la disparition de Lacey, Scott avait 30 ans. Il est vendeur de fertilisants pour une compagnie basée en Espagne, fait qu'il doit voyager beaucoup en Europe, mais lui s'occupait de la Californie, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, fait qu'il fallait qu'il se promène de ville en ville, d'État en État, et même souvent aller à Paris, en Espagne, pour le travail. Lacey avait 27 ans, elle avait toujours rêvé d'être mère au foyer, donc dès qu'elle est tombée enceinte, elle a laissé tomber son emploi, elle était suppléante dans des écoles, puis dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a dit « Moi, je travaille plus, je vais être femme au foyer ». Le couple allait relativement bien, seulement que Lacey était souvent seule à cause que son mari voyageait beaucoup. Mais c'est pas très grave, elle habitait pas loin de chez ses parents, donc elle était très bien entourée malgré tout. Tous les proches de Scott et Lacey les décrivent de la même façon. En fait, c'était pas mal Lacey qui portait le pantalon dans le couple, si je peux me permettre. Elle prenait vraiment toute la place. Lacey adorait parler et elle parlait toujours. Elle adorait être comme le centre de l'attention. Elle était super têtue, donc elle aimait avoir raison et avoir ce qu'elle voulait. Parfois, elle interrompait Scott pendant qu'il parlait, elle lui donnait des ordres. De ce que leurs proches voyaient, quand Lacey donnait des ordres à Scott, ça le fâchait pas. En fait, il souriait à Lacey, lui donnait un baiser et allait faire ce que Lacey lui avait demandé. Fait que c'était vraiment comme, je sais pas comment dire ça, mais Lacey était comme un peu plus dominante et Scott était un petit peu plus soumis dans la relation, dans leur vibe.
mais ça allait super bien. Les gens disaient qu'il avait l'air toujours en lune de miel, il se disputait jamais. Je connais énormément de couples comme ça, c'est pas mal. Lacey avait beaucoup de respect pour son mari, mais c'est juste vraiment elle qui prenait toute la place. Le couple était super excité à l'arrivée du bébé. Il allait avoir un petit garçon qu'il allait nommer Connor. Donc définitivement, Scott et Lacey étaient très amoureux l'un de l'autre, ou du moins c'est ce qu'on croyait. Donc Scott vient d'annoncer à sa belle-mère que Lacey a disparu. Sa belle-mère, elle a, ben voyons donc, comment ça a disparu? Pourquoi tu dis ça? Depuis quand? T'sais, elle a plein de questions. Puis tu sais, Lacey est enceinte de 8 mois. Donc c'est possible qu'elle ait eu des contractions puis qu'elle se soit rendue à l'hôpital d'urgence. Est-ce que tu as appelé les hôpitaux? Est-ce que tu as essayé sur le téléphone de Lacey? Tu sais, pourquoi tu dis qu'elle est disparue, tout, genre juste comme ça? Sharon dit à Scott, ben là, appelle des amis, des voisins pour leur demander si Lacey serait pas avec eux. Scott dit « Ah ouais, c'est bon, je vais faire ça », chose qu'il aurait vraiment dû faire avant de dire que sa femme a disparu. Donc, il raccroche, et là, Sharon regarde son mari, puis elle dit « Lacey a disparu ». Genre, elle comprend pas. Seulement 2 ou 3 minutes plus tard, Scott rappelle Sharon pour dire qu'il a appelé tous les amis de Lacey, tous les voisins, il a fait le tour, et Lacey n'était pas avec eux, personne n'avait eu de ses nouvelles. Encore là, comment tu peux appeler tous les amis de Lacey, faire le tour du voisinage en 2-3 minutes? Bref. C'est à 17h47 que Sharon a appelé la police pour reporter la disparition de sa fille. How can I help you? Yes, my son-in-law called. He went playing golf this morning at 9:30. My daughter's been missing since this morning. She's 8 months pregnant. She took her dog for a walk in the park. The dog came home with just a leash on. So the dog came back without your daughter? Right. Normalement, quand on reporte la disparition d'un adulte, c'est rare que grand-chose qui est fait dans les premières 24 heures, surtout parce qu'un adulte a le droit de s'absenter, de disparaître si on veut. On attend souvent un bon 24 heures avant de commencer les recherches officielles, mais dans le cas de Lacey, disparaître un 24 décembre, enceinte de 8 mois, c'était définitivement inquiétant. Donc, les policiers ont tout de suite su que c'était une situation plutôt anormale. À 18h, les policiers se sont tout de suite rendus chez Scott et Lacey pour commencer les recherches. Donc, Scott dit qu'il n'avait pas vu Lacey depuis ce matin-là. Il s'était réveillé vers 8h et Lacey était déjà debout. Ensemble, ils ont regardé l'émission préférée de Lacey, Martha Stewart, un spécial de Noël. Durant la journée, Lacey avait prévu faire quelques courses. Elle allait préparer son déjeuner, son petit déjeuner de Noël. C'est elle qui recevait pour le brunch du 25 décembre. Donc, elle allait faire tremper du pain dans du Grand Marnier là, ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle allait marcher avec son chien et finalement faire des biscuits de Noël pour souper. Elle avait pris l'habitude d'aller marcher avec son chien chaque jour au parc à côté de chez elle, pas très loin de sa maison, le East Laloma Park. Donc, Lacey avait une journée très remplie et Scott, au lieu de passer la journée avec sa femme enceinte de 8 mois, la veille de Noël, à l'aider à faire des choses, les courses, à faire la cuisine, à faire le ménage, il a décidé d'aller pêcher à la marina. Donc voilà, il est parti à 9h30 et c'est la dernière fois qu'il a vu sa femme. Sharon, Scott et les policiers se sont rendus au parc où Lacey avait l'habitude d'aller marcher pour voir si peut-être qu'il était arrivé quelque chose ou qu'on pouvait trouver un quelconque indice qu'elle était allée au parc cette journée-là. Sharon fut surprise de constater à quel point Scott était comme super tranquille. Sa femme est portée disparue et lui il est genre cool as a cucumber. Elle a vraiment trouvé ça étrange. On a demandé à Scott si Lacey était partie avec son sac à main, s'il y avait le sac à main de Lacey dans la maison. Scott a répondu qu'il savait pas. C'est vraiment quelque chose qu'il aurait dû vérifier dès le départ parce que habituellement, quand une femme quitte sa maison, elle va amener son sac à main si elle a un sac à main. Donc là, les policiers ont dit, ben là, on va aller vérifier ça tout de suite. C'est la première chose à faire. Ensuite, le détective a demandé à Scott, ouais, est-ce que tu es allé travailler aujourd'hui ou... Et Scott, il a dit non, je suis allé pêcher à la marina. Il a comme tout de suite sorti un reçu du stationnement ou quelque chose comme ça pour montrer que c'était vrai, genre pour prouver son alibi, ce qui est un réflexe très, très étrange, là, tu sais. Maintenant, moi, je suis portée disparue. Le policier me demande à César, ouais, toi, tu faisais quoi aujourd'hui? Pff, il sort un reçu pour montrer qu'il était pas avec moi ou genre, tu sais, c'est vraiment bizarre. Donc, le policier lui a posé plein de questions qui m'ont semblé très intéressantes pour vraiment avoir, tu sais, pour vraiment être sûr que c'est ce que Scott a fait au départ. Je pense que peut-être qu'il y avait des doutes sur lui dès le départ parce qu'on sait que, genre, je sais pas, 90% des cas,
quand une personne disparaît, le mari ou la femme est impliqué dans la disparition. Là, je dis 90, c'est probablement moins, là, mais ça arrive très souvent, du moins. Donc, le policier, il a posé des questions, il a demandé pourquoi il est allé pêcher, qu'est-ce qu'il a utilisé comme appât, où est-ce qu'il gardait son équipement. Scott il a donné son horaire de la journée. Il dit qu'en premier lieu, il est allé à l'entrepôt de la compagnie pour laquelle il travaillait. Donc, c'est pas mal là qu'il y a comme son bureau à l'entrepôt. Et c'est là qu'il garde son bateau. Il a regardé ses emails, ses fax. Il a envoyé un email à ses patrons au Portugal pour ensuite attacher son bateau à son pick-up et se rendre à la marina. Il a dit au départ qu'il avait prévu aller golfer, mais il faisait beaucoup trop froid pour aller golfer. Donc, il a dit, finalement, je vais aller pêcher. Il est allé à 1 heure. Sur le chemin du retour, il a fait 2 appels à Lacey, un sur son téléphone cellulaire et un autre à la maison. Il n'a pas obtenu de réponse. Il est arrivé chez lui à 16h45. Comme j'ai dit plus tôt, il a lavé ses vêtements, il a pris sa douche et finalement, il a appelé sa belle-mère pour dire que Lacey était portée disparue. Ce qui est étrange, c'est pourquoi il a pris sa douche, il a lavé ses vêtements avant d'appeler sa belle-mère, surtout que sa femme était supposée être à la maison en train de faire les biscuits de Noël. Donc pourquoi il a attendu de prendre sa douche, de laver ses vêtements avant de dire que Lacey avait disparu. Pendant que les policiers cherchaient la maison, Scott parlait avec son beau-père Ron, qui lui demandait « finalement, est-ce que t'es allé golfer? » Il dit « Non, finalement, je suis allé pêcher, il faisait trop froid. » Puis Ron a dit, sans trop penser, c'était comme automatique, il dit « Ben voyons, t'es parti à 9h30, 10h, c'est bien trop tard pour aller pêcher, t'aurais dû y aller plus tôt dans la journée, ce qui est très vrai pour les pêcheurs expérimentés, tu vas pas pêcher à 10h, encore moins à 13h. Tu y vas genre plus vers 6h du matin, là, je pense. Et là, il a dit « Ouais, c'est bien trop tard pour aller pêcher, tu pêchais quoi au juste? » Et Scott a comme pas répondu. Il y a quelques policiers qui ont fait le tour du voisinage pour demander aux voisins s'il avait vu quelque chose d'étrange cette journée-là. Il y a un voisin qui a dit que ce matin-là, il avait vu Mackenzie, la chienne, en train de courir dans le voisinage, là, lousse, là, comme ça, avec sa laisse autour de son cou. Le voisin s'était approché quand il a vu que c'était Mackenzie, la chienne de Lacey et Scott. C'est lui qui l'a ramenée dans la cour. Fait que Lacey était définitivement pas avec Mackenzie. Donc, ça faisait depuis le matin que Mackenzie était en liberté. Avec tous ces détails, les policiers ont tout de suite demandé au détective de meurtre, de homicide detective, de se rendre sur place pour commencer l'enquête, ce qui est une décision assez hâtive parce que là, ça fait juste quelques heures que Lacey est portée disparue et tout de suite, ils pensent à un meurtre. Et après tout, la maison était en ordre, il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Oui, la porte était déverrouillée, mais tout était beau, là, il n'y avait pas de signe de cambriolage. Fait que je sais pas pourquoi ils ont pensé tout de suite que c'était un meurtre, surtout que quand tu entrais chez Lacey et Scott, il y avait quand même pas mal de bijoux de valeur à la vue. Fait que si quelqu'un était venu pour cambrioler, il aurait définitivement vu ces bijoux-là et les aurait amenés avec lui parce que c'était des bijoux assez chers que Lacey possédait. Il y avait toujours l'option que Lacey se soit fait attaquer au parc pendant qu'elle marchait son chien, ce qui aurait été une décision très, très, très risquée. Attaquer ou kidnapper une femme enceinte de 8 mois en plein jour dans un parc public avec un gros chien comme Mackenzie, qui, on dit, qui est une jappeuse, elle adore, elle aboie beaucoup. Et elle est très, très, très protectrice de Lacey. Jamais elle aurait juste été là sans rien faire. Fait qu'il y a des gens qui l'auraient définitivement entendu aboyer. Et c'est vraiment difficile. Tu sais, une femme d'enceinte de 8 mois, là, Lacey aussi, elle avait comme une bonne bédaine, là. Ça aurait pas été si facile de l'emporter comme ça. Voilà. Très vite, les grosses recherches ont commencé. Donc, hélicoptère, équipe de chiens pisteurs. Les policiers ont inspecté chaque maison du voisinage. Plusieurs voisins et amis étaient déjà sur place pour aider dans les recherches. Tout le quartier s'est mobilisé à retrouver Lacey. Un premier détective du nom de Spurlock a inspecté la maison de Scott et Lacey et il a remarqué plein de petits détails qu'il a notés. Et moi, ça m'impressionne tellement. Juste genre, il voit un truc. En tout cas, je vais vous dire les détails, là, c'est vraiment impressionnant à quel point c'est un homme qui est doué dans ce qu'il fait. Premièrement, la maison était super rangée, propre, mais il y avait comme le tapis d'entrée qui était comme tout en... Tu sais, mettons, t'as un tapis comme ça, il était comme tout en moton, là, comme ça, devant la porte patio. Donc, c'est comme si c'est comme si t'avais traîné quelque chose assez lourd devant, ou bon. Mais par contre, si t'as un chien, tu sais, quand des chiens courent dans la maison, ça se peut que ça bouge les tapis là, qu'on a chez nous. Bref. Ensuite, Spurlock a remarqué qu'il y avait une chaudière vide
mais encore mouillé. Et les 2 mops qui étaient à côté sur le mur de la maison, comme je vous ai dit, Scott les a tout de suite sortis quand il est arrivé chez eux. Ensuite, Lacey avait bel et bien laissé son sac à main chez elle, mais il était vraiment dans un endroit bizarre. En fait, il était accroché sur un crochet dans le garde-robe, derrière plein de foulards. Si vous avez des sacs à main, vous savez comme moi que jamais on mettrait un sac à main là. Il est souvent genre sur une chaise dans l'entrée, dans ta chambre. Il est à un endroit facile d'accès parce qu'on s'en sert à chaque jour. Donc, personne ne mettrait un sac à main à cet endroit. Bref, à l'intérieur du sac, tout y était, portefeuille, clés, lunettes de soleil, etc. En regardant sur le lit du couple, le détective a tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. Il a même pris une photo que je vais vous montrer bientôt. Le lit était fait avec une grosse housse blanche, mais c'était vraiment comme... Je sais pas comment dire ça, là, mais c'était comme bombé, là. C'était très gros. Et sur le lit, il y avait comme un petit creux. Tu sais, tout était parfait, mais il y avait comme un petit creux, comme s'il y avait quelqu'un qui s'était couché sur le lit. Puis ça l'a comme laissé la trace de la personne. Je vais vous montrer la photo, je ne sais pas si vous allez remarquer, mais moi, je l'ai vu tout de suite quand j'ai lu ça, là. Voilà. C'est intéressant si on sait qu'à aucun moment Scott s'est couché dans son lit parce qu'il a tout dit ce qu'il avait fait cette journée-là. Il était même pas là. Il est rentré chez lui, il a pris sa douche, il a appelé sa belle-mère et paf, Lacey était reportée disparue. À moins que Lacey se soit couchée sur son lit cette journée-là, mais elle ne se serait pas couchée à cet endroit-là, donc c'est vraiment bizarre. Ensuite, en regardant la machine à laver, il y avait des lingettes tachées sur la machine à laver. Scott dit que la femme de ménage venait juste de les laver, c'est pourquoi il était comme en moton sur la machine à laver, et à l'intérieur, il y avait les vêtements que Scott avait mis à laver. Il y avait un t-shirt, un jeans et un pull. Et Scott a dit que c'était les vêtements qu'il avait portés cette journée-là à la pêche, mais comme il n'y avait plus, il était comme tout mouillé de pluie dégueulasse, fait que c'est pourquoi il les a mis à laver. Pourtant, un autre truc étrange, le détective a tout de suite remarqué qu'à côté, il y avait comme un bac de linge sale qui était très plein. Fait que toute personne qui lave ses vêtements sait que tu pars pas une brassée de lavage pour 3 morceaux. En fait, surtout si tu as une pile de linge sale à côté, tu vas en profiter pour laver d'autres vêtements. Fait que c'est étrange, ça aussi. Il y a d'autres trucs qui se pouvaient pas trop. Par exemple, Scott a dit que ce matin-là, quand il était parti, il avait vu Lacey en train de passer la mop dans la maison. Mais en fait, pour une femme enceinte de 8 mois, ça a été assez compliqué de passer la mop, surtout la grandeur et la grosseur de Lacey. Elle était toute petite, mais avec une grosse bedaine. Ça a été vraiment difficile pour elle de passer la mop, de ramasser le seau d'eau, de le déplacer. C'est vraiment pas facile. Surtout qu'il y avait une femme de ménage qui allait chez Lacey et Scott 2 fois par semaine et elle y était allée la veille. Fait que, tu sais, si ta femme de ménage vient juste d'aller chez toi, tu vas pas passer la mop dans ta maison le lendemain, à moins qu'il y ait un gros dégât, mais il n'y en avait pas. Puis là, Scott, il dit, ouais, Lacey, elle adorait juste comme faire le ménage, elle aimait que la maison soit très, très propre. Mais tous les proches de Lacey disent, non, Lacey était pas genre une clean freak, là, vraiment pas, ça aurait pas été son genre de passer la mop enceinte de 8 mois quand t'as plein d'autres trucs à faire pour le souper de Noël. Même chose pour les promenades au parc avec Mackenzie. Lacey avait l'habitude, enceinte, d'aller à des cours de yoga prénatal, mais elle avait cessé d'y aller parce que c'était rendu trop difficile pour elle. Même, elle avait dit récemment à sa mère, « Ouais, Mackenzie est vraiment fâchée contre moi parce que je peux plus la sortir au parc, c'est trop fatigant. » Lacey était essoufflée à rien faire, elle évitait tout exercice physique. Elle était vraiment rendue grosse pour sa grandeur, là, puis elle faisait plus rien de physique comme passer la mop et aller marcher sa chienne. Donc, ça faisait 2-3 semaines au moins que Lacey n'allait plus au parc avec Mackenzie. Donc, pourquoi elle y serait allée cette journée-là? Mais aussi, les policiers ont trouvé ça bizarre que Lacey aille au parc sans son téléphone cellulaire. Et ça, ils l'ont dit comme à plusieurs reprises. Et les parents de Scott qui essayaient vraiment d'aider dans la situation, là, dès le départ. Au départ, ils essayaient d'aider, à la fin, un petit peu moins. Et là, la mère de Scott a dit, ben voyons, tout le monde sait que le téléphone cellulaire de Lacey ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines. Donc, c'est pourquoi elle l'a pas amené au parc avec elle. C'était comme une évidence pour elle. Mais là, le détective, il dit, OK. Fait que si on suit votre logique, pourquoi Scott a appelé Lacey sur son téléphone cellulaire, lui laisser un message qui était en route le 24 décembre, s'il savait que son téléphone cellulaire ne fonctionnait plus depuis 2-3 semaines au moins? Tu
prends pas la peine de laisser un message sur leur téléphone qui fonctionne pas. On s'entend. Okay, beautiful. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Donc là, il nous semble que Scott aurait laissé un message sur le téléphone de Lacey, justement, pour avoir une sorte d'alibi, faire comme si rien n'était. « Allô Lacey, j'arrive à la maison, je t'aime, blablabla. » Un autre truc, c'est que finalement, Scott a dit qu'il était allé à la pêche à l'Esturgeon cette journée-là. Mais encore là, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il n'y avait pas l'équipement pour pêcher ce poisson et c'était même pas la bonne saison. Fait qu'il n'y avait pas d'esturgeon à ce temps-ci de l'année. Ah, et aussi, c'était illégal de pêcher ce poisson à l'endroit où il était allé. Fait que c'est du gros n'importe quoi. À ce temps-ci de l'année, le seul poisson que tu pouvais pêcher, c'était du crabe. Fait que, ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Un autre détail assez important de préciser, les détectives ont parlé à des employés de la marina qui étaient là le 24 décembre et il n'y a pas plu du tout, pas une goutte. Et rappelez-vous, quand Scott est arrivé chez lui, il a dit au détective qu'il a enlevé ses vêtements parce qu'il était mouillé par la pluie, parce qu'il avait pêché cette journée-là. Fait qu'encore là, c'est une petite contradiction, mais assez importante. Pourquoi tu mens sur le fait que tu veuilles laver tes vêtements tout de suite en arrivant? Ensuite, les détectives ont demandé à fouiller le pick-up de Scott. Il y avait 5 gros parasols sur son patio, là, qui étaient enroulés dans une bâche bleue. Apparemment que Scott avait prévu les amener à son entrepôt puis il avait oublié. Il y avait aussi une grosse boîte à outils. À l'intérieur de sa boîte à outils, il y avait quelques vêtements, une corde en nylon, un sac de cartouches de fusil. Scott avait beaucoup de fusils parce qu'il pratiquait la chasse, là. Il y avait aussi une autre bâche brun pâle dans le coin de la boîte de son pick-up. Aussi vraiment bizarre, pendant que les détectives inspectaient le pick-up, Scott a tout de suite dit genre « Ah, si vous trouvez du sang, c'est normal, je fais beaucoup de sport, fait que je me brise toujours les mains, là. Fait que c'est normal que vous trouvez du sang parce que je saigne beaucoup. » Et ça, O.J. Simpson avait comme dit la même affaire par rapport à des blessures qu'il avait sur les mains. Il dit « Je saigne toujours parce que je me blesse souvent les mains. » Genre, what the fuck, c'est qui dit ça? Même les gens qui pratiquent des sports extrêmes pensent pas à dire « Ouais, je saigne toujours des mains. » Les policiers ont demandé à inspecter l'entrepôt, mais surtout le bateau. Ils se sont rendus sur place, mais en entrant dans l'entrepôt, l'électricité fonctionnait pas, fait qu'il faisait très très noir. Il fait juste inspecter avec une lampe de poche. Donc, c'est pas top. En fouillant le bateau, il y avait comme un gros bloc de béton dans le fond du bateau. Fait que les détectives ont dit « What's up with that? » Genre, c'est quoi? Et là, Scott a dit « Ah ouais, c'est une encre fait maison. » Apparemment qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est pas cher, là, acheter une encre. Mais bon. Donc oui, ça serait logique, mais il y avait rien pour lier l'encre au bateau. Il y avait pas de corde qui l'attachait. Fait qu'il y avait juste comme un gros bloc de béton. Fait que ça n'a pas de sens non plus. Aussi, dans le fond du bateau, il y avait plusieurs débris, des petits bouts de ciment, de béton frais fait un petit peu partout dans le bateau. Ça, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est après avoir inspecté le bateau qu'on a amené Scott Peterson au poste de police pour une interview officielle qui a duré de minuit à 1h30 du matin. Pretty much got all I'm going to do. Let's just go over what we already talked about so I can make some notes. See if you remember something that maybe you don't know you remember. So, today, just tell me about the morning. Okay. I don't know what time we got up. Probably Lacey got up and went and assumed she had some cereal for breakfast. She eats right when she wakes up, otherwise she gets sick because she's pregnant. I laid around in bed longer. I got up at 8 o'clock probably or so. Showered. And, we were watching her favorite show, Martha Stewart. Watched a little bit of that. You didn't watch the whole thing, though? No. You remember what part you saw? I mean, I don't know what... Some cooking deal. I don't know. Okay. Cookies of some sort. They're talking about what to do with meringue. Okay, and then what? When did you realize you were going to go fishing? Oh, that was a morning decision. It's either go play golf at the club or go fishing. Okay. It seemed too cold to go play golf at the club, so
Just decided to, 9:30 or whatever than that. Pendant l'interview, les policiers ont remarqué que Scott était super relax, nonchalant, vraiment trop nonchalant pour un homme qui venait juste de perdre sa femme, ou du moins que sa femme était portée disparue. Mais aussi, pendant l'interview, le téléphone cellulaire de Scott a sonné. C'était la demi-sœur de Lacey qui disait qu'il était avec toute la famille chez Sharon, et elle a dit genre, si tu veux venir nous rejoindre, on est toute la famille ensemble, tu viendras nous voir après l'interview. Puis Scott a oui, y a pas de problème, mais genre à aucun moment durant l'appel, il a demandé « Hey, avez-vous des nouvelles? Est-ce que Lacey a donné signe de vie? » Ce qui est la première chose que tu fais normalement quand tu reçois un appel pendant que ta femme est portée disparue, parce que ça aurait pu être elle dire « Ah, Lacey est revenue à la maison, tout va bien. » Mais non, à aucun moment il a demandé s'il y avait des nouvelles. Dès le lendemain, la disparition de Lacey faisait la une des journaux, donc une femme enceinte disparaît durant sa marche. Donc ça n'a pas été très long avant que cette histoire soit médiatisée. Lacey went missing Christmas Eve. She's 27 years old and she is over 8 months pregnant. A California man is anxiously waiting to hear word on the mysterious Christmas Eve disappearance of his pregnant wife. Lacey Denise Peterson is a 26-year-old female. She's 8 months pregnant. She's considered a high-risk missing person under suspicious circumstances. Le lendemain, le 25 décembre, le policier a reçu un appel de Scott qui demandait où il en était avec l'enquête, si ça avançait. Le policier a dit qu'il avait fait une recherche des environs toute la nuit et qu'il allait continuer toute la journée. Et Scott a tout de suite demandé « Est-ce que vous avez utilisé des chiens qui sentent l'odeur des cadavres, donc des cadaver dogs. » Et le policier a tout de suite été surpris, puis il a dit « Ben voyons, Scott, ces chiens-là sentent juste l'odeur des cadavres. Donc, on parle d'un cadavre. Est-ce que tu as tout de suite abandonné l'idée de retrouver ta femme vivante? Ça fait même pas 24 heures qu'elle est portée disparue, puis tu parles déjà d'un cadavre. Ça se peut qu'elle soit chez une amie, ça se peut qu'elle ait décidé de partir, ça se peut qu'elle soit en vie, puis toi, tu penses tout de suite à un cadavre. Les policiers ont fait le tour du voisinage une deuxième fois. Il y a un voisin qui a dit qu'il s'était fait réveiller à 10h30 le matin par un chien qui jappait sans arrêt. Intéressant. Un autre voisin dit que Scott est allé sonner chez lui à 17h30 le 24 décembre pour demander s'il avait vu sa femme. Donc, il a dit quelque chose comme genre « Ah, je trouve plus Lacey, elle est pas là, j'étais partie golfer toute la journée, c'est pourquoi que je suis pas avec elle. » Fait que le 24 décembre à 17h30, Scott a dit qu'il était allé golfer et après, il a changé sa version des faits pour dire qu'il était allé pêcher. En fait, ça, c'est super intéressant parce que là, on le sait. Plus tard, vous allez voir, mais on va le savoir que Scott a utilisé son bateau pour aller à la marina dans l'océan. Mais on pense que il avait décidé de cacher qu'il était allé à la marina et que son alibi était le fait qu'il allait faire du golf. Mais on pense qu'à la marina, il y a des employés qui l'ont vu. On pense qu'il aurait été vu par 2 personnes. Fait que quand lui, il a réalisé qu'il y avait des employés qui l'avaient vu, il a dit « Ok, ben là, j'aurais pas le choix de dire que je suis allée pêcher. » Fait que c'était comme son nouvel alibi. Mais il a comme essayé de dire qu'il est allé golfer. Puis là, finalement, il a dit « Ah non, finalement, je vais vraiment dire que je suis allée pêcher. » Et honnêtement, il y a quand même 5 personnes qui auraient vu Lacey au parc l'avant-midi du 24 décembre. Ils ont vu une femme enceinte en train de marcher son chien. Au moins 5 personnes qui l'ont vue. Il y en a qui ont même regardé les photos de Lacey puis ils ont dit « Oui, c'est bien elle que j'ai vue. » Il y en a d'autres qui n'étaient pas sûrs. Mais en fait, est-ce que ça se peut qu'il y avait une autre femme enceinte qui ressemblait à Lacey qui marchait son chien? C'est très possible. C'est connu que les femmes enceintes vont marcher leur chien. Là, je veux dire, c'est pas si bizarre. Là. Mais c'est quand même difficile de faire confiance à des témoins parce que des fois, ça peut vraiment se mélanger des souvenirs, genre « Ah oui, c'est elle que j'ai vue, mais finalement, c'est juste parce que tu l'as vue tellement dans les médias que tu as l'impression que c'est elle. » Fait que c'est difficile de faire confiance à ça. Ça prendrait vraiment un enregistrement d'une caméra de surveillance. Malheureusement, on n'a pas ça. Il n'y avait pas de caméra au parc. Fait qu'il y a 5 personnes qui ont vu Lacey ce matin-là, apparemment. Mais ça prouve rien. C'est vraiment le seul indice qu'on a pour prouver l'innocence de Scott. Mais sinon, en tout cas, vous allez voir, là, je sais pas si on peut faire confiance à ces témoignages. Des centaines et des centaines d'affiches avec la photo de Lacey ont été imprimées et distribuées partout dans la ville. Les parents de Lacey et les parents de Scott aussi passaient leur journée à faire du porte-à-porte,
aller dans le trafic, distribuer des photos, à faire des battues pour chercher Laci. Et ce qu'ils faisaient beaucoup, les parents, ça a vraiment aidé la cause pour que l'affaire Laci Peterson soit autant médiatisée, c'est qu'ils allaient dans tous les talk shows. Ils voulaient toujours être à la caméra le plus possible pour que les gens voient le visage de Laci Peterson, encore là, le plus possible. Mais à aucun moment, Scott voulait être à la télévision. Oui, il participait aux recherches, à aider à trouver sa femme, mais à aucun moment on l'a vu à la télévision. En fait, ce que Scott disait, c'était qu'il voulait pas que les gens donnent l'attention à lui, il voulait plus que l'attention soit sur Laci, mais tout le monde disait à Scott, va à la télévision, ça va aider. Si t'es son mari, si t'as de la peine que ta femme soit disparue, va à la télévision, ça va vraiment aider. Mais lui refusait catégoriquement d'apparaître à la télévision. Et ça, définitivement, le public commençait à trouver ça louche. Ta femme est portée disparue, tu vas faire tout dans ton pouvoir pour la retrouver. Passer à la télévision, tu vas faire le plus d'émissions possible pour qu'on t'associe avec elle. En tout cas, tu vas mettre toutes les chances de ton bord. Et Scott faisait pas ça. L'auteur qui a écrit le livre que j'ai lu pour cette vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais elle a vraiment une bonne théorie sur toute cette affaire. En fait, elle pense que Scott n'avait aucune idée à quel point la disparition de sa femme allait être autant médiatisée. Comme je vous dis, cette histoire a été dans le top 10 des affaires les plus importantes aux États-Unis, les plus médiatisées. L'affaire Laci Peterson est dedans, avec l'affaire O.J. Simpson, l'affaire Casey Anthony. Puis il y a beaucoup de femmes qui disparaissent à chaque année et quelques-unes d'entre elles sont enceintes et dans beaucoup de cas, comme je vous ai dit, le mari est responsable. Mais Scott pensait sûrement que, comme les autres femmes qui disparaissent, la disparition de sa femme allait passer inaperçue. Et le département de police de Modesto, leur comté où il habitait, c'est un département de 270 policiers. Fait qu'ils se disaient, c'est des policiers d'un petit village, là, ils vont pas être capables de résoudre une disparition, un meurtre. Ils n'ont pas les habiletés pour. On parle pas du FBI, du NYPD, LAPD. C'est un petit département de policiers. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le MPD, donc Modesto Police Department, est au-dessus de la moyenne. En fait, 90% des homicides dans leur ville sont résolus. Fait qu'ils sont au-dessus de la moyenne, sont super doués. Fait qu'ils s'attendaient vraiment pas à ça, à ce que les policiers mettent autant d'efforts pour retrouver Laci, mais aussi à ce que le public s'intéresse autant à cette affaire. Le 27 décembre, les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller la maison de Laci et Scott et l'entrepôt de Scott, qui était aussi son bureau et l'endroit où il gardait le bateau. Premièrement, on a trouvé quelques gouttes de sang sur la poignée de porte de son pick-up, mais aussi sur la housse de couette du lit de Laci et Scott, mais c'est des petites gouttelettes là, microscopiques, c'est vraiment minime. Dans son bateau, on a aussi trouvé des résidus de ciment, puis ça faisait comme 4 ronds, là. C'est comme des cernes de ciment, si on veut, comme s'il avait fait 4 encres avec le ciment, mais on en a retrouvé juste un. Fait qu'il y a comme 4 blocs de ciment, de béton, qui manquaient. La théorie est que Scott se serait servi de ces blocs de béton pour les attacher au corps de Laci pour la couler dans l'océan. Les détectives ont aussi trouvé une paire de pinces et il y avait un long cheveu noir d'accroché à ces pinces qu'on pensait qu'il pourrait bien être le cheveu de Laci. Bon, c'est sa femme, ça se pourrait qu'on retrouve des cheveux de Laci dans son bureau, dans ses affaires. Mais accroché après les pinces, il faudrait qu'elle-même s'en soit servie. Et même là, tu sais, bon. Par la suite, on a amené un chien qui renifle l'odeur des cadavres dans l'entrepôt. Il y a eu une réaction très forte près d'un mur de l'entrepôt, mais aussi dans une partie du bateau. Pendant ce temps-là, il y avait plein de policiers, de plongeurs qui fouillaient la marina et les eaux où Scott serait allé le 24 décembre. Et le plus bizarre dans ça, une autre affaire bizarre, parce qu'il y en a plein, quand les détectives ont demandé aux parents de Laci, Sharon et Ron,
qu'est-ce qu'ils pensaient à propos du bateau de Scott. Ils ont posé des questions, genre c'est quand que Scott a acheté son bateau. Et je vous rappelle qu'ils étaient super proches. Lacey parlait à ses parents chaque jour et Scott et Lacey allaient souper chez eux chaque semaine. Mais en fait, ni Sharon ni Ron savaient que Scott avait un bateau. En fait, il s'était acheté ce bateau-là sans le dire à qui que ce soit. Et si Lacey avait su que son mari s'était acheté un bateau, bien sûr qu'elle l'aurait dit à tous ses proches, toute sa famille, on va décorer le bateau, et on va se faire des trips de bateau, puis genre, elle serait vraiment excitée par cette nouvelle. C'est sûr qu'elle en aurait parlé au mari de sa mère, Ron, qui lui aimait beaucoup pêcher. À aucun moment, ni Scott ni Lacey ont mentionné le bateau. Fait qu'en fait, on croit que Scott s'est acheté ce bateau justement pour la journée du 24 décembre et il ne l'avait même pas dit à Lacey. Donc tout ça peut nous laisser croire que Scott serait le responsable dans la disparition de sa femme, de un, mais de deux, que tout ça était prémédité. Le 30 décembre à 17h30, le détective principal réunit tous ses policiers pour leur faire une déclaration assez choquante. Il y a une femme du nom de Amber Faye qui venait juste de l'appeler pour lui dire que c'était la petite amie de Scott Peterson. Donc, Amber venait d'entendre à la télévision qu'un homme du nom de Scott Peterson était à la recherche de sa femme disparue. Quand elle a entendu le nom de cette personne, elle a tout de suite appelé la police pour dire qu'elle pensait que cet homme, Scott Peterson, était en fait son petit ami. Le policier a dit « Ok, c'est quoi la date de fête de ton Scott Peterson à toi? » pour voir si ça matchait. Et oui, c'était la même personne. Amber est en couple avec Scott depuis le 20 novembre 2002, donc c'était assez récent, soit 5 semaines avant la disparition de Lacey. Mais depuis leur rencontre, ils se sont parlé à chaque jour sans faute. Amber était une belle blonde de 27 ans qui était mère monoparentale et elle habitait à Fresno, qui est à 1h30 de Modesto. C'est une amie de Amber et une collègue de travail de Scott qui les a présentées. Et évidemment, inutile de dire qu'à aucun moment, Scott a parlé de sa femme, ni à sa collègue, ni à Amber. En fait, elle ne savait même pas qu'il était marié. Et ce qui est fou, c'est qu'à aucun moment, Amber a douté que Scott était marié. En fait, parfois, il passait des journées entières avec Amber. Il dormait chez elle. Il faisait des pique-niques en famille avec la fille de Amber. C'était comme une nouvelle famille parfaite. Amber et Scott étaient fous amoureux l'un de l'autre et ils pensaient vraiment devenir sérieux dans leur relation, même qu'ils parlaient d'avoir des enfants. En fait, Scott disait qu'il voulait pas avoir d'enfants, mais il dit « Je serais un très bon père pour ta fille, Amber. » Fait que c'était super sérieux, très vite. C'était parfait pour Scott, en fait, c'était le meilleur alibi parce qu'il devait voyager pour le travail. Donc, il disait à Lacey qu'il était parti en voyage, il allait passer du temps avec Amber, ou il disait à Amber, je pourrais pas te voir pendant 2 semaines, je vais être en Europe. Et là, il allait chez Lacey, il allait chez eux, là. Il était super romantique, amoureux. Une fois, il s'est présenté chez Amber avec 3 douzaines de roses. Ils ont même fait des soupers avec les amis d'Amber. Il faisait comme s'il était un vrai couple. Mais n'oubliez pas que pendant ce temps-là, Lacey, enceinte de 7 mois, était toute seule à la maison. C'est vraiment triste. Quand Amber parlait à la police, elle s'est rappelée d'un moment super étrange, soit le 9 décembre. Scott est allé la rejoindre chez elle et il a comme explosé en sanglots en disant qu'il avait perdu sa femme. Amber savait pas si il était veuf ou il venait de se divorcer. Elle a pas osé demander parce qu'il était vraiment dans un mauvais état. Et plus tard, en parlant de ça avec la police, on a découvert que le 9 décembre, c'est la journée exacte où Scott s'est procuré son nouveau bateau. Il a fait l'achat du bateau. Fait que sûrement qu'il était très émotif parce qu'il savait que son plan de tuer sa femme allait être mis à exécution. Fait que le 9 décembre, puis c'est là qu'il a vraiment éclaté là, en sanglots, puis il a sûrement fait le deuil de sa femme en même temps. Et même après la disparition de sa femme, il continuait à appeler Amber comme si rien n'était. Il l'a pas appelé le 24 décembre, mais dès le 25 décembre, il a appelé Amber. Par exemple, le 25 décembre, il disait qu'il passait Noël dans le Maine avec sa famille. Après, il allait aller à Boston. Et ensuite, la journée du Nouvel An, il a appelé Amber en lui disant qu'il était à Paris. Alors qu'il était chez eux en Californie. Je vais faire passer l'appel. C'est fou comment il est excellent pour mentir, là.
Mais bon, cette relation entre Scott et Amber explique vraiment pourquoi Scott ne voulait pas passer à la télévision, voulait pas être dans les médias, parce que sa maîtresse l'aurait vu. Puis ça peut aussi peut-être expliquer le motif du meurtre de sa femme, ou du moins de la disparition de sa femme. Dans les médias, même en cours, Scott a souvent été décrit comme un psychopathe, et en effet, il peut montrer des traits d'homme très froid, sans cœur. Je veux pas trop m'avancer sur s'il est psychopathe ou non, je sais pas si ça a été déterminé, mais il y a clairement des traits d'une personnalité narcissique. Mais aussi, on peut peut-être penser que finalement, il aimait pas Lacey tant que ça, même si t'aimes plus la personne, ils ont tellement vécu de trucs ensemble que tu peux pas la tuer sans rien sentir, là. Pourtant, il avait l'air de l'aimer à la folie tout au long de leur relation pendant qu'elle était vivante. Et il était vraiment capable d'activer sa switch, genre, OK, là, je dois pleurer, OK, c'est incroyable. Par exemple, le 30 décembre, toute la famille, les amis de Lacey et Scott étaient dans un hôtel après avoir passé la journée à distribuer des affiches. Et là, Scott était assis, il a juste, genre, éclaté en sanglots, là, tu sais, il avait de la misère à respirer. Ça a duré une trentaine de minutes. Tout de suite, quand les amis de Lacey l'ont vu pleurer, ils sont allés le réconforter, lui flatter le dos et il pleurait comme ça. Et là, ça l'a passé après 30 minutes. Il a arrêté de pleurer et tout de suite, il est allé se servir à manger au buffet. Je sais pas si vous avez déjà éclaté en sanglots comme ça, là, que t'as de la difficulté à respirer, mais ça coupe la faim, là, incroyable. Là. D'ailleurs, être stressé parce que ta femme est disparue, ça coupe la faim, mais bon, chaque personne a une réaction différente. Mais tout de suite, il est allé manger et ça l'a surpris plusieurs personnes, dont les policiers. Un autre exemple de ça, c'est que quelques jours après la disparition de sa femme, Scott a commandé une chaîne de pornographie sur sa télévision. Tu sais, tu peux acheter des chaînes genre de sport. Donc, il s'est commandé une chaîne de pornographie. Premièrement, tu sais, comment il a la tête à ça? Je veux dire, ta femme est disparue il y a quelques jours, puis tu sais, est-ce que c'est une priorité de commander une chaîne de porn? Peut-être pas, mais aussi il agissait comme si sa femme allait pas revenir parce que clairement Lacey n'aurait pas accepté de payer pour une chaîne de pornographie sur sa TV chez elle, ça l'aurait peut-être dérangé. Donc c'est comme s'il savait que Lacey n'allait pas revenir parce qu'elle est encore là, ça fait juste quelques jours qu'elle est portée disparue, ça se peut qu'elle revienne, ça se peut qu'elle soit pas en danger. Mais lui, tout de suite, c'est comme s'il vivait sa vie de célibataire. Et cet homme avait beaucoup de facilité à mentir. Par exemple, quand le détective y a pris pour Amber Frey, il a montré une photo à Scott de Amber et lui. Puis il a dit « Est-ce que tu peux m'expliquer cette photo? » Et Scott, il a regardé, il a dit « Est-ce que c'est supposé être moi, ça? » Et là, le détective a dit « Ben, je sais pas. Genre, you tell me. » Puis il a dit « Non, c'est pas moi, puis je connais pas cette femme-là. » Mais c'était lui sur la photo, clairement, mais il dit qu'il reconnaissait pas la femme, puis c'était pas lui. Mais voyons, est-ce que t'as un frère jumeau? Tu sais. En tout cas. Et avec le temps, on a découvert que Amber, c'était loin d'être la première femme avec qui Scott avait des relations extra-conjugales. À l'université, il y avait une Katie. Scott et elle étaient carrément en couple. Il l'avait même invitée à sa graduation. Et à ce moment-là, tu sais, Scott et Lacey se sont mariés, ils habitent ensemble. Et à un moment, ils se sont comme, pas séparés, mais juste ils ont habité dans des maisons différentes parce que Scott habitait sur le campus et Lacey habitait seule, mais ils étaient mariés. Ça a été peut-être un an, là. Et Scott a invité Katie à sa graduation, puis il était un couple, il était assis un à côté de l'autre. Et là, Lacey est arrivée comme par surprise. Elle a donné un baiser sur la joue de son mari. « Hey, salut, c'est ta graduation, en tout cas. » Puis Katie était juste genre... Ben, c'est qui cette femme? Ils sont clairement très, très proches, là. Ils s'embrassent. Et Scott les a présentés comme si rien n'était et Katie a juste comme pu reparler à Scott parce qu'elle a clairement vu que Scott était en couple et il était marié quand il a vu que la femme portait une alliance. Il y a aussi une autre femme du nom de Janet Ilsey que pendant que Scott habitait sur le campus, il était en couple avec Janet et avec Lacey. Même qu'il y avait plein de dates avec Janet, il allait faire de la randonnée. Et Scott amenait Mackenzie, la chienne de Lacey, là, ça me fâche tellement. Et à un moment, Janet est comme arrivée pour faire une surprise à Scott. Elle est arrivée dans sa chambre et Scott était couché avec Lacey dans le lit. Janet a vu ça, elle était sous le choc, elle est partie. Et elle a parlé à un ami de Scott, elle était là, je peux pas croire que Scott est en train de me tromper avec cette femme-là. Puis l'ami de Scott, il a dit... Non, Scott te trompe pas toi. Scott trompe cette femme-là qui est sa femme. C'est toi l'autre femme, genre c'est toi la maîtresse. Donc là, on a le témoignage de 3 femmes, mais ça se peut qu'il y en ait plus puis qu'on le sache pas, là, ou que les 3 femmes ne veulent pas en parler. Donc il y a eu 3 relations adultères à long terme, mais ça se peut qu'en voyage, il y en ait eu beaucoup plus. Le 15 janvier, la relation entre Scott et Amber fut révélée dans les médias.
ça a été un choc immense pour la famille de Laci qui appuyait Scott depuis le début. Malgré toutes les incohérences, les affaires étranges que Scott disait, ses réactions bizarres, la famille de Laci l'ont toujours appuyé. Mais là, quand ils ont vu que leur gendre trompait Laci avec une autre femme, là, ça a été fini. Puis tout de suite, la famille de Laci ont su que Scott était coupable. Donc, cette découverte des relations extra-conjugales de Scott nous a peint un portrait plus sombre de Scott qui semblait aux yeux de tous un mari parfait. En apprenant ça pour les policiers, ça a vraiment pesé lourd dans la balance de la culpabilité de Scott, mais là, il fallait juste le prouver. Les policiers ont installé un GPS sur la voiture de Scott pour pouvoir traquer ses moindres faits et gestes pour voir s'il retournait sur la scène du crime, si crime il y a eu. On avait aussi placé un micro dans sa maison, dans sa voiture, toutes ses conversations avec ses beaux-parents, avec Amber et avec tous ses proches étaient enregistrées. Et c'est assez fou, là, on l'entendait passer des appels à ses proches où il faisait semblant de pleurer et il raccrochait et là on l'entendait être super normal, fait qu'on voit qu'il faisait l'acteur un peu. Avec la sortie publique de sa relation avec Amber Frey, c'est là que Scott a décidé de faire la tournée des médias pour raconter sa version des faits. Il est passé à la fameuse émission de Diane Sawyer. Je vais vous mettre un extrait. Regardez bien ça. Je sais pas pour vous, mais cet extrait me rend tellement inconfortable. C'est définitivement creepy. Scott sourit au mauvais moment. Je sais pas, c'est creepy. Ça me donne le frisson, regardez ça. Le 29 janvier, une autre équipe de tournage s'est rendue chez Scott pour l'interviewer. Un moment dans l'interview, Scott reçoit un appel et il ferme son téléphone. Il dit « Ok, on peut continuer. » Mais genre, encore là, si ta femme est disparue depuis 1 mois... et tu reçois un appel, tu vas pas éteindre ton téléphone. Au contraire, tu vas répondre tout de suite. Tu dis, excusez-moi, c'est vraiment, ça se peut que ça soit vraiment important. Fait que ça, encore là, beaucoup de gens l'ont vu, là, ce moment. Et pour beaucoup de gens, ça a été comme automatique, Scott est coupable. En mars, la police a fait une sortie publique en annonçant que l'affaire Laci Peterson était maintenant classée comme une affaire d'homicide et non de disparition. Le 13 avril, un couple marchait leur chien sur la côte de San Francisco Bay quand le chien s'est arrêté pour renifler quelque chose. Et là, il reniflait vigoureusement, là, genre comme un chien renifle quelque chose. Bon, quand le couple s'est approché, c'est là qu'ils ont découvert
le corps d'un bébé qui était en décomposition très avancée. Ils ont tout de suite appelé la police. Le corps était entouré de feuilles et de débris. C'était un fœtus de 3,5 livres et il y avait encore tous ses membres. Presque au même moment, le détective a reçu un autre appel. Cette fois-ci, on avait découvert le corps d'une femme échouée près de la mer. En fait, c'était pas vraiment le corps complet, c'était comme plus un tronc, là. T'sais, à partir des genoux, il n'y avait plus rien et il lui manquait les mains et la tête. Fait que c'était pas mal juste un tronc. Elle était, elle aussi, dans un état de décomposition très avancé. Le bébé et la femme retrouvés étaient clairement reliés. Il n'y avait pas de signe d'activité animale ou de poisson sur le corps du bébé, ce qui veut dire que le bébé a été dans le ventre de la mère assez longtemps. C'est assez récent qu'il était détaché. En fait, ces petits détails sont super importants parce qu'on veut savoir si le bébé avait été vivant. Tu sais, quand il s'est détaché du ventre de la mère, est-ce qu'il a pris un souffle? Dans le fond, c'est comme ça qu'ils disent. Est-ce qu'il a respiré juste une fois? Juste ça, ça va déterminer plein de choses au niveau de la justice si le bébé a été vivant quelques secondes. On a fait une autopsie du corps de la femme. Il n'y avait pas de preuve que ses membres avaient été découpés avec un objet. En fait, c'est la décomposition qui fait que ses membres se sont détachés d'eux-mêmes. Aussi, ses os n'avaient pas de signe de blessure avant sa mort. Elle avait 3 côtes cassées, mais on pense que ça s'est fait après sa mort. Le corps retrouvé avait été dans l'eau pendant 3 à 6 mois et à cause de la température froide des eaux de San Francisco, le corps était quand même dans un état de décomposition, mais pas trop justement à cause de la température froide. Pour aucun des deux corps, on a été capable d'identifier la cause de la mort. Le soir même, la police a reçu un autre appel. En fait, il y a une femme et son mari qui mangeaient dans un restaurant près de la baie. Et par la fenêtre, ils voyaient quelque chose comme flotter sur l'eau. C'était quelque chose de noir. Et ils voyaient comme, tu sais, faire ça dans l'eau. Ils se sont approchés et c'est là qu'ils ont vu une tête humaine. Ils ont appelé la police immédiatement. En prélevant l'ADN des corps retrouvés, on a pu les identifier comme étant les corps de Laci Peterson et Connor Peterson. Dès le lendemain, Scott Peterson a été arrêté. Au moment de l'arrestation, Scott avait teint ses cheveux blond-orange, mais aussi on a retrouvé dans sa voiture 14 932 $ en argent comptant, cash, 3 cartes de crédit, une pelle, un sac à dos avec un kit de survie comme pour faire du camping, des couteaux, un purificateur d'eau, un mini-poêle, on a retrouvé aussi de l'argent en pesos mexicains, du Viagra, 4 téléphones cellulaires. Donc c'était clair que Scott voulait s'enfuir et on pense qu'il voulait probablement aller au Mexique. Scott a plaidé non coupable pour les meurtres de Laci Peterson et Connor Peterson. Le procès a commencé le 1er juin 2003. Juste un petit truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que, bon, vous vous rappelez quand Scott a parlé aux policiers la journée de la disparition de Laci, en fait, il a dit que le matin de sa disparition, il avait regardé Martha Stewart avec Laci et les policiers lui avaient demandé « Ah, genre de quoi tu te rappelles de l'émission? » Puis il a dit « Ah, je me rappelle juste que Martha Stewart faisait des meringues. » Et ce petit détail-là s'est avéré très important durant le procès parce que les policiers sont allés vérifier, ils ont regardé l'émission à nouveau. Et en effet, Martha Stewart mentionnait des meringues dans son émission du 24 décembre, mais c'était à 9h48. Donc c'est important parce que Scott a toujours dit qu'il avait quitté la maison à 9h30, mais Martha Stewart a mentionné les meringues à 9h48. Donc ça raccourcit vraiment la fenêtre du temps pour le meurtre de Laci. Si on suppose qu'il a quitté la maison à 9h50 minimum environ, et Mackenzie a été retrouvée à 10h18 avec sa laisse autour du cou, ça laisse une fenêtre de temps de 28 minutes seulement pour avoir tué Laci. Durant le procès, on a su aussi que Laci avait souffert d'un coffin birth, qui en français serait une expulsion fétale post-mortem. Donc, durant la décomposition du corps de Laci, l'utérus s'est brisé et aurait expulsé le fœtus par l'abdomen. Donc, Connor n'a pas respiré. Encore une fois, on n'a pas su la cause de la mort de Laci. La théorie des policiers, c'est que Scott aurait probablement étranglé Laci soit le 23 décembre au soir ou le 24 décembre au matin. Il l'aurait transporté dans son camion, dans son coffre à outils vert. En fait, c'est pas très gros, mais Laci était toute petite, fait que je pense que oui, elle aurait pu entrer dans ce coffre à outils. Il serait allé à son entrepôt, il aurait pris son bateau et il serait allé à la marina où il aurait jeté Laci dans l'océan
attachée à des blocs de béton pour la faire couler au fond de l'océan. J'imagine qu'il pensait que c'était la méthode idéale et que son corps n'allait pas s'en détacher, mais lors de la décomposition, il y a des membres qui se détachent. Fait que Lacey a dû se libérer des blocs de ciment si c'est vraiment ce qui est arrivé. Après 19 semaines de procès, le jury avait enfin une réponse. Je vous laisse regarder l'extrait. On a donc déterminé que Scott Peterson était coupable de meurtre au premier degré de Lacey Peterson et meurtre au second degré de Connor. Le meurtre au premier degré, c'est qu'on croit que Scott aurait planifié le meurtre de sa femme, donc c'était un meurtre prémédité. Donc la cible principale, c'était clairement Lacey et Connor était comme un dommage collatéral, il venait avec, mais le but premier n'était pas de tuer Connor. Bon, ça a été un peu étrange la décision du jury. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi meurtre au second degré pour Connor puis au premier degré pour Lacey, mais bon, c'est leur décision et Scott Peterson a été condamné à la peine de mort. Donc aujourd'hui en 2020, Scott Peterson est encore en death row, qu'on appelle dans le couloir des condamnés à mort, là, parce que la peine de mort est encore légale en Californie. En mars 2019, on a demandé un moratoire pour cesser les exécutions en Californie. Donc la dernière exécution remonte à 2006. Scott Peterson va probablement pas être condamné à mort, là. Il va sûrement pas mourir de ça, mais une chose est sûre, c'est qu'il va mourir en prison. Il va passer sa vie en prison, ça c'est sûr. Sa condamnation a amené plusieurs questions. Est-ce qu'il aurait pu être un tueur en série ou est-ce qu'il aurait pu tuer d'autres femmes? On a tout de suite pensé à Kristen Smart, que j'ai déjà parlé dans une vidéo qui est disparue en 1996 parce qu'elle allait à la même université que Scott et en même temps à Caltech. Plusieurs médias ont spéculé qu'il aurait pu avoir un lien entre Scott Peterson et la disparition de Kristen Smart. Je pense que c'est juste comme un heureux hasard si on veut. Je pense que vraiment que le principal suspect dans cette affaire-là, Paul Flores, c'est vraiment lui le coupable dans l'affaire Kristen Smart. Mais bon, tu sais, c'est quand même drôle que genre Scott Peterson soit condamné pour le meurtre de sa femme puis aller à la même université que Kristen Smart. Bon. Donc voilà pour l'affaire Scott Peterson. On se demande encore pourquoi il a tué sa femme. En fait, la théorie ou l'hypothèse, c'est qu'en fait, on pense qu'il était pas prêt tout simplement à avoir une vie de famille. Il s'ennuyait de sa liberté. Il voulait pas avoir une femme et un enfant. Il voulait continuer à flirter, à s'inventer une vie en voyage. Et il était pas prêt à divorcer, fait qu'il a juste décidé de les achever. C'est dégueulasse, là, vraiment. Je sais pas à quoi il a pensé. Ouais, ça fait peur hein, de voir, tu sais, que l'homme de ta vie peut se retourner contre toi à tout moment. Là, moi, ça me fait capoter cette histoire, vraiment. Cette histoire, comme celle de O.J. Simpson, comme toutes les autres histoires que j'ai parlé sur ma chaîne, Josh Powell. Par contre, dans les autres histoires, il y avait comme des signes avant-coureurs, des red flags, si on veut, mais ici, vraiment pas. Scott a jamais été violent, ni psychologiquement, ni physiquement. Oui, il trompait sa femme, mais tu peux tromper ta femme et ne pas être un tueur, tu sais. Fait que, en tout cas, cette histoire est vraiment folle, puis c'est sûrement pour ça qu'il y a eu autant de médiatisation, autant d'engouement autour de cette affaire. Pour cette vidéo longue du mois, j'ai lu A Deadly Game par Catherine Creer, et ça dit ici l'histoire jamais racontée de l'enquête de Scott Peterson. C'est très bon. Bon, c'est quand même écrit petit. Je l'ai lu rapidement. C'est un page turner, là. Tu veux vraiment savoir la suite, là, ça se lit très bien. Fait que je vous le recommande. Je vais mettre le lien Amazon dans la barre d'infos. Encore une fois, je doute qu'il soit traduit. Je vais faire des recherches, mais c'est le genre de livre qui n'est pas traduit en français, qui existe juste en anglais malheureusement.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo longue du mois. Laissez-moi un thumbs up si oui. Laissez-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.